Bonsoir, frère, comment ça va? Oui, ça va très bien chez toi-même. Oui, ça va. Et la petite famille? Ouais, la petite famille va bien. Très fatigué, mais ça va. Dieu merci. Après les enrôlements. Ouais, Ok. Donc, c'est pas facile. on va vous laisser la parole. D'accord, ok, Mhm, merci. mhm, Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci encore d'être présent. Et depuis, je peux même dire depuis hier 14 h jusqu'à cette heure-ci, avec TikTok jusqu'à sortir aujourd'hui sur la page Facebook, c'est-à-dire que vraiment, on n'a pas du tout chômé. Et surtout, je voudrais remercier à ta suite les animateurs de TikTok. Et moi-même, hier, je suis parti, je vous ai laissé là. J'avais beaucoup sommeil et puis j'étais fatigué. Donc, ça a continué. Après, c'est la reine du sabbat qui m'appelle. Et encore autour de 16 h heure d'Abidjan, mhm. qui me dit que le TikTok continue. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? En tout cas, c'est comme ça, hein. Oui, j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Ah, là, c'est vraiment une journée entière. Mhm. Hein? Ah, 24 heures comme ça, bon, franchement, d'accord, vraiment, il faut leur dire merci beaucoup. Merci. Il y a Euh, le premier ministre qui dit esclave du printemps. Bon, moi, je non, crois que laisse-le. Je vois son message. Laisse-le. Lui, il parle et puis il rit. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas confiant de ce qu'il dit. ah, ok. Moi, je vous regarde. Oui, il n'est pas confiant de ce qu'il dit. Donc, je le salue beaucoup. Mhm. D'accord, ok, merci. Et je vois aussi, comment on appelle notre père Martial Koulibaly. Merci Mhm, beaucoup à tout le monde. Euh, franchement, on vient de finir avec cette affaire de l'enrôlement. Ceux qui devraient réellement se faire enrôler sont allés se faire enrôler. L'opération, en tout cas au niveau du RIDP, on ne peut pas dire on n'a pas atteint les objectifs, mais tout compte fait, on a fait le maximum. L'opération étant terminée, il reste maintenant les autres phases. Et comme ce que tu étais en train d'expliquer au début du direct, et tu as largement expliqué et pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire un report plus que les une semaine qui ont été ajoutées. Et si on devrait le faire, vous allez voir que le calendrier même de la CEI allait beaucoup bousculer et vous allez voir que la date de l'élection présidentielle qui est toujours fixée dans le mois d'octobre allait décaler. Mais quand c'est décalé comme ça veut dire que ça touche tout le processus. Et étant donné que parce que le calendrier actuel que la CEI nous a proposé, pas jusqu'en juin, et tu l'as déjà expliqué, mais quand on arrive à juin, il nous reste combien de mois pour aller aux élections? Alors qu'il y a tellement de choses à faire les 3 mois qui nous restent, qui séparent le mois de juin, comme on appelle au mois d'octobre, il y a tellement de choses à faire. Et donc, on ne pouvait plus s'amuser à faire une autre prorogation au risque même d'empiéter même sur la bonne marche du processus électoral. Parce que le contentieux, il prend assez de temps. Il prend assez de temps. Donc, quand on regarde tout ça, là, je crois que une semaine suffit largement pour ceux ou celles qui voulaient réellement se faire enrôler. Donc, je pense que ce débat-là, il est clos. On ne va plus, comme on appelle, parler de ça. Le reste, c'est la CEI qui gère son calendrier. Et donc, puisque nous parlons du processus électoral, bien entendu, on doit aussi parler de l'opposition impositive très toxique qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire si ce n'est que la tristesse et la désolation.
quand moi je vais revenir au pouvoir, quand je perds des élections, et que après je dois revenir au pouvoir, mais c'est mon bilan précédent qui fera de moi un candidat crédible. Si bien entendu, je remplis les qualités d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais quel était le bilan de Laurent Gbagbo? Donc il faut que les corps nous disent réellement ce qu'a fait Laurent Gbagbo en termes de développement, en termes de stabilité, pendant les 11 ans qu'il a passé à la tête de ce pays. Et Laurent Gbagbo, je pense que vous avez vu un peu sur la toile, le monsieur, il allait se faire enrôler. Oui, on n'interdit pas à quelqu'un de se faire enrôler. Il peut aller se faire enrôler. Mais comme il avait fait précédemment, mais après il a été retiré de la liste électorale. Et c'est la même chose qui va se passer cette fois-ci. Et comme il pense que les intérêts de la Côte d'Ivoire, quand lui, Laurent Gbagbo, n'est pas content, la Côte d'Ivoire doit s'arrêter de fonctionner et que rien ne doit se passer dans ce pays-là, raison pour laquelle il va se lever, aller encore se faire enrôler. Mais le président de la CEI, il a expliqué clairement qu'on se met une seule fois sur la liste électorale. À partir du moment où tu es inscrit pour la première fois sur la liste électorale, tu ne peux plus faire une inscription sur la liste électorale. Mais lui, dans son cas, tout le monde connaît son cas, il a perdu ses qualités d'électeur. Il ne peut même pas être candidat dans une association qui est reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, qui est reconnue par le ministère de l'Intérieur. Mais il le sait très bien. Raison pour laquelle nous ne cessons pas de vous rappeler que ceux-là sont constamment dans la provocation. Ils sont dans la provocation, mais ce que nous demandons à nos militants, de rester sereins et mobilisés. 2025 là, Inch'Allah, ça va se passer devant nous tous. Et vous allez voir que ça sera l'une des élections les plus apaisées de la Côte d'Ivoire. Et je vois que certains militants sont en train de se faire peur. Moi, je vais inviter tous les militants et sympathisants du RHDP, épris de paix et de justice, de rester sereins. Aucun individu, en tout cas, quelle que soit sa position sociale, quelle que soit sa puissance, ne saurait être au-dessus de la loi. Une république, là, elle fonctionne avec des lois. Mais les lois de la république ne peuvent pas être, foulées aux pieds, ou encore on ne doit pas tailler les lois de la république sur mesure. Parce que c'est un Laurent Gbagbo, il faut qu'on lui permette d'être sur la liste électorale et de venir nous créer des troubles. Moi, je préfère éclairer comme ce que tu as dit hier, qu'on vive d'abord la crise avant élection que de tomber dans une crise post-électorale. Parce que la crise avant élection, on ne va pas aller aux élections. Il n'y aura pas de constatation des résultats. Et ça, on va gérer ça avant d'aller aux élections. Mais une fois que le monsieur, par des manœuvres politiciennes ou bien par des pratiques politiciennes, que les gens arrivent selon ce qu'ils nous disent, le dialogue politique, remet cet individu notoire-là sur la liste électorale. En ce moment, on ira aux élections, il va perdre les élections, il va tomber encore dans la contestation. Et ça, quand il va contester, tout compte fait, nous sommes allés à des élections, ça va aller de part et d'autre. Mais il saura en réalité qu'il a perdu les élections. Mais comme la contestation est dans son ADN, il va faire tout pour replonger la Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est une sorte de vengeance.
Et ça, cette occasion-là ne lui sera pas donnée. Ça, il faut que ça soit clair. Et donc, quand ils sont allés à, comment on appelle, à la CEI, voilà pourquoi je dis que ces gens-là, ils sont paradoxaux. Vous dites que la CEI, la liste électorale, n'est pas fiable. Mais quand vous critiquez la liste électorale, elle n'est pas fiable, ça veut dire que c'est toute la commission électorale indépendante que vous contestez. Mais pourquoi, quand vous vous mettez dans la peau comme on appelle, de la contestation, vous partez encore dans cette même série que vous contestez pour aller demander un poste de vice-président? Voilà pourquoi je vous dis, chers Ivoiriens, il est temps que nous poussions les réflexions et qu'on sache que la manipulation ne doit plus nous gagner. Parce que des gens qui contestent une chose, mais vous partez chercher quoi là-bas? Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que vous êtes en train de décrier comme anomalie sur la liste électorale, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si aujourd'hui on leur donne ce poste de vice-président, mais ils ne vont plus contester. Et même si c'est le cas, nous on a toujours rappelé aux gens ici que cette liste électorale-là, elle a été conçue en 2009. Parce qu'en 2000, la liste électorale qui a été conçue en 2002, quand on est parti aux élections et qu'il a été élu de façon calamiteuse, quand la crise comme on appelle la rébellion est intervenue, la liste électorale là, les gens ont, comme on appelle, il y avait tellement de choses et les gens même ont décidé de laisser cette liste électorale pour en faire une autre liste électorale. Et ça, comme nous on était dans la rébellion, il y avait la guerre, il y avait la crise et tout était désorganisé. Et donc il fallait reprendre une liste électorale avec bien entendu, comme on appelle, l'accord de tous les partis politiques. Et c'est ce qui a été fait en 2009. Et même en 2009, lui, il a refusé encore d'aller aux élections. Mais quand les gens ont déboursé, comme on appelle, des centaines de milliards pour faire, comme on appelle, l'enrôlement de la carte nationale d'identité, ensuite passer maintenant, comme on appelle, à l'enrôlement sur la liste électorale, mais tu ne peux pas aujourd'hui venir contester ça. Mais à l'époque, en 2009, est-ce qu'ils n'ont pas boycotté l'opération? Moi, j'avais des amis corps, et quand nous, on se réveillait à 3 h du matin pour aller, comme on appelle, chercher des places pour pouvoir se faire enrôler, mais ces corps-là, mes amis corps-là, ils se moquaient de nous. Ils se moquaient de nous. Ils ont dit que cette liste électorale-là, il n'y aura pas d'élection. Et même la carte nationale d'identité, ils ont dit que quand Laurent Gbagbo va finir, il va finir avec cette affaire de carte d'identité et que cette carte d'identité-là ne sera pas valide, comme on appelle, valable en Côte d'Ivoire. Ils ont dit ça. Et donc, ils sont restés dans leur confort. Ils sont restés dans leur manipulation dans les agora. Mais nous qui voulons un changement, on est tous allés se faire enrôler. Et ils sont restés dans le boycott. Mais après, le temps qu'ils vont s'en rendre compte que les élections vont réellement avoir lieu, il était déjà trop tard. Et dans cette même optique-là, ils ont passé tout leur temps dans les centres d'enrôlement en train de casser les valises des SAGEM. Et les valises qui ont été cassées ont été aussitôt remplacées. Et donc, c'est comme ça que le processus s'est passé. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a vu? Et quand ils ont su qu'ils n'allaient pas gagner les élections, on va toujours le répéter pour comment on appelle, pour rappeler aux gens qu'il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées et qu'on ne va pas laisser ces situations-là sans les rappeler. Mais qu'est-ce que Robert Begré-Mambé n'a pas subi comme souffrance, comme stress avec Laurent Gbagbo? On a vu comment le monsieur il a été humilié. Ils ont menti sur lui, tous les mensonges sur Robert Begré-Mambé. Mais à la fin, ils ont eu raison de lui. À la fin, quand ils ont vu que le monsieur n'allait pas céder, Laurent Gbagbo a dissous la CEI. Il ne s'est même pas arrêté là, il a dissous
comme on appelle le gouvernement. Mais c'est parce que, à la vérité, il savait qu'il n'allait pas gagner les élections. Puisque la liste électorale même, quand elle a été confectionnée, pour plus de fiabilité, ils ont remis la liste électorale sur un support numérique à tous les partis politiques. Et chaque parti politique était censé vérifier la liste électorale. S'il trouvait des anomalies, c'était maintenant aux partis politiques-là de signaler ces anomalies-là, comme on appelle, à la commission électorale indépendante. Et le RHDP à l'époque, le RDR, parce qu'on était en coalition, mais on est parti de façon truc. Mais si on veut prendre, nous qui étions à l'opposition, nous, on n'avait pas de problème avec la liste électorale. Pourquoi? Parce que nous, on était sûrs de notre électorat et on était sûrs que nous étions sur la bonne voie. Mais ceux qui étaient au pouvoir, qu'ils avaient tout, mais c'est le même Laurent Gbagbo qui a contesté la liste électorale. Étant au pouvoir, il a contesté la liste électorale. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il se retrouve dans une position où lui-même, là, il ne doit même pas parler, même dans le jeu politique ou encore dans cette affaire d'élection-là, qu'il ne va pas contester. Donc, ça veut dire que le monsieur, il est né dans la contestation. Donc, quand on connaît quelqu'un comme ça, il faut lui mettre des garde-fous. Il faut le caler partout. Il ne doit même plus avoir une petite portion de manœuvre. Mais comme on dit que nous sommes dans un pays démocratique où la liberté d'expression est une réalité, où chacun peut s'élever pour faire ce qu'il veut, mais raison pour laquelle ce même Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est en train de chercher à compliquer les choses. Mais il ne peut pas compliquer les choses. Il ne peut jamais compliquer les choses. Et moi, je l'ai dit, le RHDP n'a pas d'adversaire ici en Côte d'Ivoire. Moi, je dis ça. Le RHDP n'a pas d'adversaire. L'adversaire premier du RHDP, c'est le RHDP lui-même. Sinon, nous, on n'a pas d'adversaire ici. Des opposants qui n'ont pas de programme de société pour les Ivoiriens peuvent-ils, être des opposants ou bien des candidats, des sérieux concurrents pour le RHDP? Non, parce que le RHDP a un bilan. Le bilan du RHDP, il est visible. Mais ceux aujourd'hui qui sont en train de prier, qui veulent revenir au pouvoir, on va leur demander de nous présenter leur bilan. Parce que la politique de 1960, là, elle est révolue. Aujourd'hui, on parle en termes de développement, en termes de programme de société. Mais il ne serait-ce que par le programme ou encore ce que le président Alassane Ouattara a déjà réalisé, mais nous, on gagne déjà les élections. On gagne les élections. Mais comme on le dit, ils sont dans les manœuvres là, et vous allez voir qu'ils vont chercher partout, mais rien ne sera comme avant. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, qui a atteint sa limite de manipulation, qui sait qu'il ne peut plus porter un combat politique, qu'il ne peut plus convaincre les gens, et même les cadres du PPAC le savent, parce que ce sont les mêmes. Même si le nom du parti a changé, mais ce sont les mêmes anciens hommes-là qui sont les animateurs de ce parti. Donc ça veut dire qu'un nouveau parti, mais une ancienne idéologie, la même idéologie du FPI est aujourd'hui au PPACI. Donc rien n'a changé, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Donc aujourd'hui, la manœuvre là, c'est ce qu'on appelle la société civile, qui aujourd'hui n'est pas une société civile. Et comme ce sont des organisations qui sont légalement constituées, reconnues par l'État de Côte d'Ivoire comme des sociétés civiles, si on veut s'en tenir à, comme on appelle, à l'appellation. Sinon, on sait que ce sont des militants de la gauche. Et comme Laurent Gbagbo, il a atteint ses limites, ils utilisent, Éclaireur l'avait déjà parlé, il avait déjà dit ça, ces mêmes instruments, ces mêmes organisations qui sont légalement constituées pour mener son combat. Mais quand ils mènent leur combat, mais automatiquement, nous, on n'est pas dupes. Nous sommes allés à l'école et nous, on sait faire la différence entre le vrai et le faux. Nous, on sait faire la différence. Mais personne
ne peut nous dire ici que Pusserine Dalé, Boga Sako Gervais n'est pas du PPACI. Personne ne peut nous convaincre. Et les faits corroborent tout ce que nous disons. Mais ce qui est sûr, tous les Ivoiriens voient. Et tellement que la manipulation avait pris le dessus, et je crois qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous doit savoir que il y a un temps, peut-être on peut nous manipuler, mais on ne peut pas continuer de se laisser manipuler tout le temps. Ça, il faut que ça soit clair. Et moi, je voudrais féliciter le RHDP pour la qualité du travail qui a été réalisé sur le terrain. Moi, je le dis honnêtement, le RHDP, depuis des années, ne s'est jamais impliqué aussi bien en tout cas, dans une révision de la liste électorale que, comme on appelle, celle de cette année. Moi, j'étais sur le terrain, je sais de quoi je parle. Tout n'a pas été parfait, mais on a réalisé l'essentiel. On a réalisé l'essentiel. Et vous allez voir que après, un bilan sera fait à la rue Le Pic pour dire aux militants, aux sympathisants, voilà le travail qui a été fait durant les 1 mois. Et je pense que chacun sera félicité par la direction du parti. Tous les cadres qui se sont impliqués là-dedans seront tous félicités. Et c'est là que vous allez comprendre le sens même de la dernière rencontre entre les 124 qui ont été conviés à l'Hôtel Ivoire avec le président de la République. Ça, c'était une rencontre de vérité. Mais cette vérité qui a été dite par le président s'est matérialisée avec la présence de ces cadres-là aux côtés des militants pour l'enrôlement. Et c'est ce que nous avons toujours demandé. Parce que le terrain, ce n'est pas les bureaux. Le terrain, ce n'est pas s'asseoir dans son salon. Et la politique, ce n'est pas s'asseoir dans son salon. La politique, c'est d'être constamment sur le terrain. Parce que c'est comme on appelle, un bus. On a l'habitude d'emprunter les bus ici. Mais quand vous êtes coincé dans le bus et que tu enlèves, il ne serait-ce que là où tu as arrêté, tu enlèves ton pied, mais automatiquement, tu ne viens plus retrouver la place là. Quelqu'un a déjà mis son pied. Donc la politique est comme ça. Il n'y a pas de terrain vide. Quand tu laisses, quelqu'un récupère le terrain. Et c'est ce qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara s'évertuait à expliquer aux cadres qui, je pense, ont compris que le pouvoir là, on n'est pas fatigué de gérer ce pouvoir là. En seulement 15 ans, on ne peut pas être fatigué de gérer ce pouvoir là. Nous, on a dit, le président Alassane Ouattara lui-même, il en parle. Nous allons conserver ce pouvoir-là jusqu'à au-delà de 2050. Et c'est possible. Si les gens continuent sur cette lancée, cette opposition n'aura pas de place ici, ne peut même plus convaincre les Ivoiriens. Moi, je le dis honnêtement. Je le dis honnêtement. Nous, on ne veut plus un président qui va nous faire venir Vaïdé ici. Quand il a fait venir Vaïdé ici, là, quand Vaïdé est parti là, qu'est-ce qu'on a eu? On ne peut plus accepter qu'on vienne nous abrutir avec des choses et puis ils vont profiter de s'enrichir. C'est ce qu'ils ont fait. Durant les 11 ans de règne, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont profité de cette situation pour s'enrichir et le pays est tombé. Je le dis honnêtement, on va parler français terre à terre. Et le pays est tombé. Quand le pays est tombé là, mais ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui est venu relever le pays. C'est lui qui est venu relever le pays. Mais après 13 ans de lutte acharnée pour, pour repositionner la Côte d'Ivoire, et dès que la Côte d'Ivoire a été repositionnée et que les voyants de l'économie ivoirienne sont tous au vert, ils disent qu'ils veulent revenir. Mais ce qui me réjouit dans cette affaire, c'est que le président Alassane Ouattara nous a déjà dit le pays ne retournera plus jamais dans la main de ceux qui l'ont détruit. Mais quels sont ceux qui ont détruit le pays? C'est bien Laurent Gbagbo, avec sa clique, qui a détruit le pays. Et donc, il est tellement logique aujourd'hui que l'homme même ne doit même plus penser même à parler le nom de Laurent Gbagbo dans notre affaire de politique. Et nous là, nous on a un bilan. Et paix à son âme. Le premier ministre Amadou Kon Coulibaly le disait.
le RDP a un bilan. Et nous, on est fiers du bilan du RDP. C'est un bilan qui n'a jamais été réalisé en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis en toute sincérité. Cette Côte d'Ivoire-là, il n'y a jamais un bilan qui a été réalisé comme celui du président Alassane Ouattara. Et pourquoi je dis que je vais m'adresser à mes parents du Nord? C'est en relation avec la vidéo de Dagaré Ange Tasso. Je le dis honnêtement, je ne suis pas un hypocrite. Et je ne suis pas incomplexé. La chose qui nous a envoyé la crise en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes propos que le PDCI tient. Et moi, je l'avais déjà dit dans d'autres interventions, que la graine de l'ivoirité qui a été sémée par Henri Konan Bédié, et que Henri Konan Bédié est parti pour laisser la graine de l'ivoirité, il a laissé des personnes pour arroser cette graine-là. Il n'est pas parti avec ça. Et ce sont les Dagarés qui sont en train d'arroser cette graine. Mais moi, je vais dire aux fils du Nord et aux filles du Nord, vous qui insultez à longueur de journée le président Alassane Ouattara, vous qui dites que le président Alassane Ouattara n'a rien fait pour vous au Nord, allez-y écouter la vidéo de Dagaré. Allez-y écouter la vidéo de Dagaré. Et je pense que quand vous allez finir d'écouter sa vidéo, si vous êtes intelligent, vous allez demander pardon au président Alassane Ouattara. Et vous allez constituer un bouclier autour de cet homme-là. Parce que, comme on l'a dit, le serpent n'est pas mort. Le serpent n'est pas mort. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le FPI, ce n'est pas le PPACI. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Les autres partis politiques se sont servis de leurs concepts pour empirer la situation. Mais quand tu crées un concept et que quelqu'un vient, comme on appelle, s'approprier ce concept-là, mais tu es la cause de ce concept. Parce que si tu n'avais pas créé ce concept-là, personne n'aurait pu avoir le courage de venir dire des choses. Donc le PDCE aujourd'hui retombe dans les mêmes travers. Les difficultés auxquelles nous avons été confrontés depuis des années et que nous on veut sortir de ça, depuis que le président Alassane Ouattara est venu, on ne connaît plus un Ivoirien du Nord, on ne connaît plus un Ivoirien du Sud, on ne connaît plus un Ivoirien du Centre. Mais ceux qui pensent que le PDCI est un parti des baoulés et que ce sont eux-là qui détiennent le titre foncier de la Côte d'Ivoire, veulent nous faire revenir dans ça. Mais nous, on va faire ça propre pour les donner. On va faire ça propre pour les donner. Je suis en train de m'adresser au Nord. Hein. Je m'adresse à vous. Le président Alassane Ouattara n'a rien fait pour nous. Avant son avènement, il y avait quoi au Nord là-bas? Vous avez combien de routes bitumées au Nord? Vous avez combien de pompes hydrauliques au Nord? Vous avez combien d'hôpitaux au Nord? Dites-nous, faites-nous le bilan. Et à partir de votre bilan, on va voir si le président Alassane Ouattara n'a rien fait au Nord. Quand vous parlez, ayez un peu de retenue et pensez à ce que nous avons vécu dans ce pays-là. Moi qui vous parle là, moi je ne pouvais pas parler. Mais si aujourd'hui moi je parle, ça veut dire que quelque chose là a été fait au Nord. Vous les nordistes qui ne voyagez pas, c'est vous qui pouvez dire ça. Mais nous qui voyageons constamment, les difficultés que nous rencontrons sur les routes, c'est nous on peut expliquer ça à nos parents. Vous vous laissez manipuler par les autres. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont assis. On a voté le président Alassane Ouattara, ils vous ont manipulé, et aujourd'hui, c'est vous qui dites qu'il a cassé vos commerces. Ah bon? Mais est-ce qu'il vous a tué? Ceux qui cassaient vos commerces et puis vous tuaient là. Vous avez oublié? Les gens vous ont manipulé. Arrêtez de vous laisser manipuler. Ce PDC là, qu'est-ce qu'ils ont donné? Depuis Henri Konan Bédié, qu'est-ce qu'ils ont fait au Nord là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Nord? Aujourd'hui, ils sont en train de vous dire que vous, les Nordiques, vous ne méritez pas d'être président dans ce pays-là. Quand Dagaré dit, même si Tidjane Thiam est chinois, et ils s'en foutent, ils vont prendre chinois.
Mais il dit qu'Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien. Et que c'est par la force des choses qu'eux, ils étaient obligés de soutenir le président Alassane Ouattara. Mais quand il dit que Tidjane Thiam est plus Ivoirien que le président Alassane Ouattara, c'est ce que ça veut dire. Et donc, on ne va plus se laisser manipuler par cela. Et je ne serai jamais complexé. J'ai fait ce débat aujourd'hui avec un Baoulé. Mais il sait ce que je lui ai dit. Il sait ce que je lui ai dit. Vous qui vous laissez, comment on appelle, dans ce complexe-là, mais ça n'engage que vous. Et c'est comme ça, les gens vont toujours vous rabrouer dans vos visages là-bas. Moi, je n'accepte pas ça. Donc, si vous n'avez pas encore écouté la vidéo de Takaré, je vous invite à l'écouter attentivement. Je vous invite à l'écouter attentivement. Sur ce PDCI-là, revient au pouvoir. Tout ce qui est nord, d'après les Ivoiriens, vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Ce qu'on a connu dans ce pays-là, où tu ne pourrais plus porter de boubou, c'est ce qui va revenir dans ce pays. Je parle au nord. Je parle au peuple du nord. Parce que moi-même, je viens du nord, précisément la région du Poro. On a tellement vu des choses dans ce pays-là. Quand on est en train de travailler pour devenir une nation, des gens sont en train de nous tirer par le bas. Cher peuple du Nord, si vous laissez tomber le président Alassane Ouattara, je dis que si vous laissez tomber le monsieur qui vous a tant donné votre dignité, mais vous n'allez jamais finir de regretter cet homme-là. Moi, je vous le dis, les gens vous respectent aujourd'hui, c'est parce que le président Alassane Ouattara est là. Ils vous respectent, c'est parce qu'il est là. Moi, je le dis. Mais quand on voit aujourd'hui la configuration de ce PDCI-là, mais il y a de quoi être désespéré de ce pays-là. Il y a de quoi être désespéré de ce pays-là. Prenez vos responsabilités. Et surtout, vous, les cadres du Nord qui êtes autour du président Alassane Ouattara, j'espère que vous avez vu cette vidéo. Je dis bien, j'espère que vous avez vu cette vidéo. Éclairez, merci. Je m'arrête là. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci pour tous ces conseils qui ont été donnés. On ne peut pas être plus clair que ce qui a été dit. Et je crois que le message aura été entendu et bien perçu. Malheur à celui qui n'écoute jamais les conseils, car tu seras toujours ton propre tombeau. Et nous osons espérer que les uns et les autres, quand on attaquait Bédié ici, lors de ses funérailles, les gens ont dit, toi et puis Maman Blanc, vous êtes des inhumains. Voilà ce que nous étions en train de craindre. Et nous étions en train de faire un combat par anticipation pour dire à tous les haineux qu'on allait toujours vous combattre. Malheureusement, quand les gens ne vous comprennent pas, ils font vite de vous juger sans chercher à comprendre la réalité des choses. Mais une chose est évidente, nous on est restés droit dans nos bottes. Et de notre côté, nous allons toujours tout mettre en œuvre pour décourager tous les malfaiteurs, quelle que soit leur détermination. Et il ne faudrait pas que les uns les autres prennent cela pour de l'argent comptant. Face à ceux qui sont prêts pour... Ils sont en position de faiblesse. Regardez la dureté de leur message. Et quand les gens réagissent, on dit non, vous avez fait dans les excès. Mais nous, on s'en fout de ce que les autres pensent. Voilà la réalité qui est là. On s'en fout de ce que les autres pensent. Je crois que ça, c'est assez clair. Tu sors comme un mouton, on te rentre là-dedans comme il faut. Et c'est ce que nous avons toujours demandé aux uns aux autres, de ne pas se laisser distraire par ces haineux, ces tribalistes, parce que c'est des gens qui n'ont que la haine comme programme de campagne. Et donc, ça veut dire quoi? On va les contraindre à se dédire, mais ils viennent dire que non, eux vont démontrer qu'eux, ils vont s'imposer. Et c'est là on va voir. Il n'y a aucun Sénégalais qui sera candidat en Côte d'Ivoire ici. S'il veut brûler la Côte d'Ivoire, il va aller d'abord brûler le village de son papa qui est au Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens qui ont un village et qui ont une histoire avec la Côte d'Ivoire. Et non des saisonniers, des gens qui n'ont rien à proposer et qui n'ont de mérite que de dire « nous sommes les temps de Félix Houphouët-Boigny ». Et après, de toute façon, Oufou a été le président en Côte d'Ivoire, mais il n'a pas nourri tout le monde. Hein. Au contraire même. C'est les gens du Nord qui l'ont fait. Cette réalité aussi, il faut la dire aux uns aux autres. Malheureusement,
Il faudrait que les gens se réveillent et de tels individus, il faut les combattre radicalement, sèchement, sans état d'âme.